Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Je vous propose aujourd'hui le bilan à fin octobre, donc le bilan début novembre de mon entraînement. 22e mois d'entraînement, depuis un an, un peu plus d'un an et demi que je me suis lancé le défi de progresser aux échecs en y passant beaucoup de temps. Alors je me suis amusé ici à vous dire que c'était le 22e mois sur 86, puisque le plan fait 7 ans, et que donc on en est à 26%. Ça commence à peser, ça commence à être important. Euh, et on va voir tout de suite ce qu'il s'est passé. Alors, pour les gens qui découvrent la chaîne, parce qu'ils sont nombreux, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés déjà ce mois-ci. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un plan d'entraînement. J'ai repris les échecs après 17 ans d'inactivité totale. Et donc, je me suis donné comme objectif de travailler pendant 7 ans avec beaucoup d'énergie pour les échecs. C'est un témoignage filmé, donc ce sont ces vidéos, gratuits bien sûr, centré sur l'entraînement. Il y a beaucoup de vidéos d'échecs sur le jeu, sur la technique, mais pas forcément beaucoup sur les méthodes d'entraînement. Donc moi je vous propose mes méthodes d'entraînement, avec notamment un suivi mensuel, ces petits bilans que je vous propose. Voilà. On va calmer le rythme un peu, là ça part vite. Alors que s'est-il passé ce mois-ci? Alors, tant au niveau de mon entraînement que de ma pratique, et puis des évolutions sur ma méthode, parce que j'ai découvert des petites choses intéressantes. Alors pour l'entraînement, mon niveau tactique a augmenté. Aujourd'hui sur Chess Tempo, j'ai un niveau de 2070, mais on verra plus précisément dans les, euh, dans les graphiques, puisque j'ai une page après sur les graphiques. Euh, en standard. Donc 2070, c'est intéressant parce que le mois dernier, j'étais bloqué, j'avais pas réussi à atteindre 2040, je crois. Et puis à peine j'ai fait la vidéo, pouf, le score a monté. Donc 2070, c'est un beau progrès. J'ai aussi commencé à faire des résolutions de puzzle sur Lichess. Les exercices sont un petit peu différents. Il y a parfois plus de défense. C'est beaucoup de l'attaque sur Chess Tempo. Et là, j'ai obtenu un niveau de 2430. Bon, alors c'est très optimiste, très flatteur, mais ça ne reflète pas du tout le niveau réel. C'est le niveau de l'échelle sur Lichess en résolution de tactique. Mais je trouve que les exercices sont sympas quand même sur Lichess. Alors l'effet marquant sur l'entraînement pour ce mois-ci. Alors euh, je modifie un petit peu mon approche sur la résolution de problèmes. Donc je vous rappelle, je résous, et ça m'a permis d'ailleurs de beaucoup progresser, je résous les problèmes plutôt sur échiquier que sur tablette ou papier. Donc je pose tous les problèmes sur échiquier. Et j'ai découvert des faiblesses en défense, mais aussi en stratégie dans mon jeu. Et donc, en plus des problèmes tactiques que je résolvais jusqu'alors, j'ai introduit désormais des problèmes de défense. Bon, ça, j'en faisais déjà un petit peu, mais spécifiquement défense, donc des situations dans lesquelles mon camp est en difficulté, et des problèmes de stratégie. Ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs ouvrages, il y a quelques applis qui vous proposent des problèmes de stratégie. Et j'ai découvert que j'étais très mauvais sur ce point. Donc même quand on croit qu'on est bon en stratégie, qu'on a compris qu'il ne fallait pas des pions doublés, qu'il faut contrôler le centre, qu'on peut exploiter une majorité de pions, etc. Bah, finalement, en posant des problèmes de stratégie sur l'échiquier, je me suis rendu compte que je trouvais très rarement le bon coup, donc très rarement le bon plan. Ce que j'ai constaté aussi dans mes parties du reste. Donc les puzzles, c'est toujours de la technique pour moi, de la tactique, mais aussi de la stratégie à présent. Et j'attends beaucoup évidemment de cette nouvelle approche. Je vais jouer plus de parties lentes. Des parties lentes, bah, évidemment, je me suis lancé alors sur mon siège parce que j'ai monté un peu, mais je me suis lancé aussi dans la compétition réelle. Je m'étais dit que je ne le ferais qu'après 2 ans de préparation. On est à un peu plus d'un an et demi, donc normalement je ne suis pas tout à fait prêt par rapport à mon plan. Mais toutefois, les compétitions club commençaient en septembre, octobre, donc j'ai pas attendu décembre. Et de toute façon, peu importe, même si je suis pas prêt, tout ce que je risque, c'est de perdre des points, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. C'est pas très important. D'ailleurs, j'en avais pas, j'avais un vieux classement qui ne correspondait plus à rien. Donc tout ce que je risque, c'est de prendre de l'avance en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je commence la compétition, donc plus de parties lentes. Euh, sur échiquier, mais aussi toujours à l'entraînement sur Lichess, puisque il y a, après la Ligue 45-45 et l'Open Lone Wolf, il y a maintenant une chess série avec des parties, des tournois toutes rondes qui vient d'être lancée. Donc je joue dans la catégorie Master contre des forts joueurs, ils sont tous entre 2000
2100 et 2300, enfin, moi je dois avoir 2200 sur Lichess et je suis un des plus faibles, hein, je suis en bas de tableau, donc un tournoi super intéressant. Donc plus de parties lentes, voilà, on le verra après. Et ouais, ça j'ai un peu honte de le dire, mais quand on a des lacunes, il faut les identifier. Et en fait, depuis que j'avais repris l'entraînement, je m'étais intéressé évidemment à réapprendre les final types, les mat types, je pensais tous les connaître, il n'y avait pas trop de problème, sauf que j'ai découvert que sur cavalier et fou, j'étais pas du tout au point. Donc le mat, hein, avec un cavalier plus un fou contre un roi seul, donc c'est quand même quelque chose de basique. Qu'il faut connaître les yeux fermés, il ne faut pas en avoir peur. Et donc je m'étais donné comme petit objectif quand même dans le mois ou sur une semaine plutôt de bien maîtriser ce math. Donc c'est tout bête, mais je l'ai répété plein de fois et maintenant je suis même capable de le faire à l'aveugle, il ne me pose plus aucun problème. Donc c'était une lacune, on va dire, une lacune grave quand même, qui a été réglée. J'ai très bien compris comment ça marchait et encore une fois, je peux résoudre maintenant à l'aveugle. Et je vais me fixer de nouveaux objectifs comme ça, pas forcément en termes d'élo, mais en termes d'acquisition de connaissances au fil du temps. Ça va être aussi une approche différente de l'entraînement, quelque chose d'orienté acquisition de connaissances spécifiques. Nouvelles ouvertures aussi. Donc, je vous parle beaucoup des ouvertures. J'ai vraiment acquis la conviction que ce n'est plus quelque chose d'important, mais il faut connaître son répertoire. J'avais réduit dernièrement mon répertoire pour me consacrer plus au jeu et à la stratégie, justement. Et donc, ce mois-ci, eh bien, j'ai réintégré des ouvertures un peu plus importantes, hein, enfin un peu plus fréquentes, un peu plus populaires que celles que je jouais dans mon répertoire. Donc je les connais très peu, je vais les jouer progressivement, ce qui me permettra en fait d'avoir deux lignes avec chaque couleur, une un peu rare pour surprendre mes adversaires, donc je connais pas mal maintenant, et puis une plus classique pour jouer plus solide. Alors plus solide en théorie parce que j'ai commencé à les jouer, donc j'ai joué des bêtises, mais bon, ça va venir, et donc ça me permet d'étoffer mon répertoire, pas forcément en profondeur, mais en largeur. Je crois vraiment pas, enfin je vais vous dire aussi comment je travaille sur la profondeur, plutôt, plutôt en largeur pour avoir deux systèmes que je connais à peu près avec les blancs et deux systèmes avec les noirs. Voilà. Donc c'est quand même un fait marquant, je repars vers des ouvertures un peu plus sérieuses. Alors pour la pratique, donc j'ai eu, ça y est, voilà, j'ai commencé à jouer, donc j'ai mon premier classement FIDE qui est sorti à 2070, ou 2067 d'ailleurs, entre le FIDE lent et le FIDE rapide, je ne sais pas exactement lequel est le bon, mais c'est 2070 les deux, voilà, on va dire ça. Donc pour le rapide, je suis un peu déçu, parce qu'en fait mon classement rapide avait déjà évolué. J'étais parti à 1970, 2140, et finalement c'est un classement FIDE qui est sorti à 2067 parce qu'il a pris en compte le seul et unique tournoi où j'ai fait vraiment une mauvaise performance, alors que sur le classement rapide FFE j'avais de bien meilleurs tournois. Mais bon, c'est le FIDE qui prévaut et il y a très peu de classements rapides, il y a très peu de tournois FIDE homologués, donc je risque de garder ce classement rapide un petit moment, parce que les tournois auxquels je participe sont plutôt des tournois FFE. Donc voilà, j'étais mieux classé en rapide, mais bon, c'est pas très grave. Par ailleurs, j'ai joué aussi des bons tournois rapides récemment, donc je suis pas du tout inquiet, peu importe, voilà, c'est un classement. Et par contre, en lent, voilà, le premier classement, 2070, qui correspond pas à grand chose parce que j'ai pas joué beaucoup encore, hein, donc il faut pas non plus en tirer des conclusions. Mais de la pratique que j'ai eue, enfin des parties que j'ai déjà jouées, j'ai senti que j'étais là, que je comprenais ce qui se passait, et donc je suis pas spécialement inquiet non plus pour l'avenir. A priori, mon niveau devrait... on verra bien, hein, voilà, à part les a priori. Donc en tout cas, premier classement FIDE à 2070, et le rapide malheureusement qui, qui, qui ne prend qu'un tournoi FIDE qui était un tournoi raté à 2067, alors que j'avais un classement FFE rapide sur beaucoup plus de parties qui était bien plus élevé. Voilà, j'ai réussi à le dire. Sur Lichess, donc Lichess, je suis passé à 2230. En gros, depuis un petit moment, je suis entre 2200 et 2230, c'est le maximum, mais ça va beaucoup bouger puisque là, j'avais pas joué énormément et les Lichess 45-45, Lone Wolf et Chess Series reprennent, donc là, je vais avoir beaucoup de parties et ce classement va bouger.
Alors, quel résultat notable? J'ai rencontré 2 maîtres fil, un en réel et un sur internet. C'est la vidéo partagée avec Sylvain Raveau, où j'ai fait 50%. Donc, sur l'échiquier, c'était en national, j'ai joué contre un maître fil. C'était ma première partie depuis 17 ans. On m'assoit face à un joueur qui fait près de 2300. Donc, il y avait quand même un challenge, retour à la compétition brutale. Et j'ai perdu, mais je suis très content parce que on a joué la même partie. On a joué une vraie partie. J'étais même mieux à un moment dans le milieu de jeu. J'ai craqué dans le final et j'ai perdu face à un adversaire plus fort, c'est logique. Je prétends pas jouer 2300 ou plus aujourd'hui. Euh, mais on a joué la même partie, quoi. J'ai pas été ridicule, j'ai pas perdu en 10 coups. Et donc finalement, dans le mois, j'ai rencontré 2 maîtres fil et j'ai fait 50%. Même si j'ai eu beaucoup de chance hein, contre Sylvain, puisque j'avais raté des coups qui se sont avérés gagnants en fait. Donc bon, je peux pas non plus m'enorgueillir, mais en tout cas dans les deux cas, on a joué ensemble aux échecs, donc j'étais là et ça c'est important. Quels autres résultats notables? Il n'y en a pas. Au niveau de la méthode, alors j'ai découvert les vidéos de Dan Esman, qui est un entraîneur, en fait c'est un joueur qui doit être 2200 ou quelque chose comme ça, mais par contre c'est un entraîneur assez réputé, je ne connaissais pas du tout. Et, il a une vidéo intéressante notamment où il parle des différentes erreurs qu'on fait aux échecs. Du coup, j'ai révisé mon concept d'erreur radar et je vais vous présenter ça après. Parce qu'il classe les erreurs dans des catégories bien précises qu'on peut facilement identifier et sur lesquelles on peut travailler. Mais encore une fois, j'ai une page après pour vous en parler. Donc c'est une modification de mon approche de l'identification de mes faiblesses qui, je pense, va m'apporter beaucoup. Ah ben justement, je croyais que c'était après que je vous en parlais, mais c'est tout de suite. Donc les erreurs types, en fait, on vous dit d'étudier vos parties pour déterminer quelles sont les erreurs types que vous faites dans vos parties. Alors j'avais pris ce principe et j'avais développé l'erreur radar que je présente dans une autre vidéo. Vous pouvez chercher dans les vidéos entraînement. Les erreurs types, j'avais plutôt classé selon les moments de la partie. C'était au début, au milieu, c'était parce que je voyais pas une diagonale, parce que je voyais pas une fourchette. Et au final, il y a beaucoup de catégories quand on part sur cette approche-là. Et alors, j'avais détecté au début que j'avais des problèmes sur les grandes diagonales ou sur certaines fourchettes de cavalier, ce qui était très logique parce que quand on ne voit plus l'échiquier depuis des années, on a du mal avec les diagonales, on a du mal avec tout simplement le mouvement des pièces, il faut se réapproprier, il faut que ça redevienne automatique. Ces erreurs, je les ai éradiquées, maintenant j'en fais pas plus que les autres, je suis assez à l'aise avec l'échiquier, mais je fais toujours des erreurs. Peut-être moins violentes, je fais plus des gaffes en un coup, ce genre de truc, sur des parties lentes, hein, s'entend, mais il y a quand même des erreurs et comment les classifier. Et donc les différentes erreurs types que je commets ou que l'on commet, selon Dan Esman, sont des erreurs de connaissance d'abord. On va faire une erreur, dans une ouverture, on va jouer un mauvais coup parce qu'on ne connaît pas l'ouverture. Dans le milieu de jeu, on va jouer un mauvais coup parce qu'on ne connaît pas le principe stratégique qui s'applique. Dans la finale, on va jouer un mauvais coup parce qu'on ne connaît pas la position type. Donc, on parle ici d'erreurs de type connaissance, qui peuvent se régler simplement en apprenant. On a détecté qu'on ne connaissait pas les finales de tour ou qu'on ne connaît pas une ouverture. Ben, on va travailler sur cette ouverture ou sur cette finale. Donc, des erreurs de connaissance. Autre type d'erreur, l'erreur de calcul. Je calcule une variante, mais mon calcul s'avère totalement faux. Il y a des coups qui ne marchent pas, j'ai oublié la moitié des coups. Facile à identifier aussi. Voilà, j'ai joué ce coup parce que j'avais calculé telle suite, mais en fait j'ai totalement oublié le coup intermédiaire et donc mon calcul est faux. Comment progresser? Sans doute en résolvant des puzzles, en analysant des positions, etc. Les erreurs de vision, très classiques aussi. À l'issue du calcul, même si votre calcul est juste, vous allez avoir du mal à voir la position résultante du calcul et donc à évaluer cette position. Donc vous ne saurez pas déterminer si cette position vous est favorable ou non, parce que vous aurez tout simplement du mal à la voir. On calcule une variante à 4 coups, et normalement on doit voir l'échiquier, ça c'est la situation idéale, qui en résulte. On le voit très clairement, et on sait donc quoi penser de cette position, d'un point de vue positionnel, pour l'évaluer. Donc on peut faire des erreurs de vision, parce qu'on ne voit pas bien la position, et donc on est incapable de l'évaluer correctement. Et enfin, il y a les erreurs de processus. Ça, j'avais pas réussi à le déterminer, le processus. C'est évident, c'est la psychologie, c'est comment on pense aux échecs. Et on peut faire des erreurs de processus, parce que je ne sais pas si je l'ai mis après, non, malheureusement, je ne l'ai pas mis là. Les erreurs de processus, ça va être, par exemple, je n'ai pas considéré toutes les menaces de mon adversaire, je n'ai pas considéré tous les candidats possibles pour moi, je n'ai pas vérifié mon coup avant de le jouer. Ça, c'est une erreur de processus. On va dire, ah, j'ai fait une gaffe, j'ai donné madame. Alors c'est une gaffe de quoi? J'ai donné madame parce qu'il y avait une diagonale. C'est pas une erreur de diagonale ou de non-vision. En fait, c'est une erreur de processus, parce que si on avait pris la peine
avant de poser la dame sur telle case, de vérifier que l'adversaire ne pouvait pas la prendre, sans aucun doute, on n'aurait pas fait cette erreur. Donc c'est une erreur de processus. Voilà. Et enfin, il y a des erreurs de type psychologique, parce qu'on se met en situation inférieure, parce que on a peur de son adversaire, on pense qu'il est plus fort, ou au contraire on se sent intouchable parce qu'on se croit plus fort. Donc surconfiance ou manque de confiance sont des erreurs psychologiques, enfin peuvent conduire à des erreurs, et la source est psychologique. Voilà. Donc les 4 premiers en tout cas sont très objectifs: connaissance, calcul, vision, processus. On peut classer toutes les erreurs qu'on fait dans ces catégories et voir comment travailler dessus. La psychologie, il faut juste veiller à rester objectif. C'est pas forcément facile en toute situation. Donc ça, c'était les différences de méthodes appliquées pendant le mois. Et donc, mon évolution, donc si je reprends dans le temps maintenant l'évolution de mes différents classements. Alors j'ai simplifié, avant je mettais plein de classements parce que j'avais moins de repères, comme je faisais pas de compétition. Maintenant, j'ai commencé la compétition rapide depuis presque depuis un an, et la compétition lente depuis le début octobre. Donc j'ai plus besoin de trop d'indicateurs. Et j'avais beaucoup d'indicateurs qui étaient liés aussi à différents types d'exercices que je faisais. Et aujourd'hui j'ai vraiment simplifié avec des puzzles uniquement sur échiquier, donc forcément en situation standard, chess tempo standard, ou chess king, mais je ne vais pas intégrer les chess king ici. Donc, tout ça pour vous dire quoi, mon elo, mon classement sur lichess stagne un petit peu aux alentours de 2220, 2230, mais globalement, on voit que la progression depuis janvier l'année dernière est constante, enfin assez régulière. Ça ralentit un peu, c'est logique, mais on est toujours dans une phase de progression. La ligne bleue qui est très bizarre, c'est le classement rapide. Donc ça fait un an que j'ai commencé, mon premier classement était à 1970. Il a quasiment pas bougé, enfin il n'a pas bougé jusqu'à l'été. Le nouveau classement rapide est sorti à 2140, donc rapide et fait feu 100 ans. Et donc en octobre, enfin fin septembre, j'ai eu le classement rapide FIDE, qui lui est de 2070, parce qu'il ne prend pas en compte tous les tournois que j'ai fait en FFE. Et comme je l'ai dit, en fait, il en prend qu'un qui était très mauvais. Donc pas de chance, il en aurait pu en prendre un très très bon, et j'aurais eu un classement FIDE à 2250 ou quelque chose comme ça, mais non, pas de bol, on est tombé à 2070. Bon, toujours est-il que voilà, on a une vue d'un classement objectif FIDE. Et en orange apparaît ici le tout petit point, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est mon premier classement FIDE à 2070. Donc c'est là qu'on démarre pour les compétitions officielles. Et la courbe en dessous, que je trouve très intéressante parce qu'elle est tout à fait parallèle à mon classement Elo sur... elle évolue de la même façon que mon classement Elo sur Lichess, sachant que je considère l'évolution du classement sur Lichess comme l'évolution de mon classement de jeu, puisque je joue en conditions réelles sur Lichess. Lichess, clairement, est surcoté, hein, il y a quasiment 200 points de plus entre mon classement Lichess et mon classement FIDE, donc je pense qu'il est, enfin, il est évident que c'est surcoté. Toutefois, quand on joue à 2000, on est moins fort que quand on joue à 2002 sur Lichess. Voilà, tout simplement. Donc il y a bien une progression, et ce que je trouve donc intéressant, c'est que ma capacité à résoudre des puzzles en standard sur chess tempo semble parallèle en fait à ma progression de niveau de jeu. Donc je vais travailler la stratégie, et peut-être ça va faire monter plus vite le niveau de jeu, en tout cas c'est ce que j'espère. Ou en tout cas ça va compléter, ça va permettre de continuer le progrès. Mais donc les résolutions de puzzles sur chess tempo sont vraiment pas anodines. Et je trouve pas ça étonnant non plus, puisque plus vous progressez sur chess tempo, plus les problèmes qui vous sont proposés sont difficiles. Qui dit difficile dit beaucoup de ressources pour l'adversaire, beaucoup de coups à considérer, tout vérifier, plus de profondeur de calcul, plus de précision, des coups plus durs à trouver. Bref, globalement, si vous résolvez ces problèmes, vous êtes capable de mieux jouer, quoi, puisque vous calculez mieux les variantes dans vos parties, et c'est pas seulement finir vos parties avec des combinaisons magnifiques, c'est tout simplement mieux calculer vos variantes et faire moins d'erreurs. Donc voilà, ça j'aime bien suivre quand même ces deux classements, puisque c'est en Lichess que je joue le plus, et je fais quotidiennement beaucoup d'exercices sur chess tempo. Voilà. Donc écoutez, globalement les indicateurs sont ouverts, hein, puisque toutes les courbes sont en progression, et à l'exception, mais vous avez compris pourquoi, du classement rapide. Et pourvu que ça dure. Voilà, on va continuer. Donc au 31 octobre, un an et demi ou plus d'un an et demi après, on voit que j'ai quand même fait du chemin en tactique et en niveau de jeu.
Alors, l'erreur radar, donc en reprenant les données d'Anne Esman maintenant. Donc là, en fait, bon, je commence tout juste. L'idée, c'est de voir mois après mois quel type d'erreur je réalise dans mes parties. Donc, il y a les erreurs de connaissance, comme je vous ai dit, et on voit que j'ai fait par exemple 2 erreurs sur des ouvertures cette année, donc c'était dans un tournoi rapide il y a 2 jours, où j'ai joué justement ces nouvelles ouvertures que je viens d'intégrer à mon répertoire, et dès les premiers coups, j'ai fait de mauvais choix parce que je ne connais pas l'ouverture. Mais donc, problème de connaissance à résoudre. Stratégie aussi, j'ai fait à mon sens une erreur stratégique dans ma partie contre Sylvain Raveau, qui est en ligne. Enfin, Sylvain peut-être, mais la partie c'est sûr. euh, en jouant, en savant pas trop où placer la dame, je crois que c'est dame B3 que j'avais joué, et à ce moment-là, j'avais peut-être beaucoup mieux à faire d'un point de vue stratégique, et j'ai aussi envisagé un plan à base de tour F3, tour G3 qui était prématuré, parce que le centre n'est pas stabilisé. Donc, problème de connaissance stratégique ici. Bon, sur les finales, j'ai pas rencontré d'erreur. J'ai pris que 3 ou 4 parties là en fait, hein, pour l'exemple, pour commencer à remplir ce radar. Problème de processus, des menaces ratées. Donc là, contre Sylvain, je me souviens, j'avais raté un tour à 3, qui aurait dû être le coup de gagnant de Sylvain, mais heureusement, le seul coup que je pouvais jouer après ça, tour prend à 3, fonctionnait. Mais c'était quand même une erreur de processus de ma part. C'est pas parce que le coup que j'ai joué. Enfin, c'est pas parce que ma position restait gagnante que j'ai bien joué. J'ai juste eu de la chance parce que j'avais pas du tout vu cette menace. Et je l'ai vu quand j'ai posé ma pièce, en fait, ça nous arrive à tous. Donc c'est aussi un problème de vérification du processus. Quintessence, alors avec 2 S s'il vous plaît, mais enfin bon, c'est le fait d'être capable de calculer les variantes jusqu'à la dernière prise et être sûr qu'on est dans une position calme. Là aussi, dans un tournoi rapide récemment, lié d'ailleurs à une erreur en ouverture, j'ai joué une mauvaise ligne et je l'ai joué parce que j'ai calculé, je pensais que ça tenait, mais j'avais pas calculé la dernière prise de mon adversaire qui montrait qu'en fait ça n'allait pas du tout. Donc vérifier aussi dans le processus les coups de l'adversaire. Donc du coup, ce nouvel erreur radar qui se dessine est beaucoup plus simple. Il y a une catégorie connaissance, et on voit que je fais des erreurs liées à la connaissance, notamment sur la stratégie des ouvertures. Je l'ai dit, nouvelles ouvertures normales. Stratégie, je détecte que je ne suis pas un fin stratège, et que donc va falloir que je travaille sur ce point. Et des erreurs de processus, ça j'en avais connaissance, j'en avais conscience, je vous en parle souvent. Ma méthode de calcul est perfectible, enfin ma méthode de réflexion, pardon, mon processus de choix de coût est perfectible, et il faut que je continue à y travailler, notamment dans l'identification des menaces adverses, et dans le calcul jusqu'au bout de mes variantes, et la vérification de mon coût. Bon, on a presque fait tout le processus avec ça, remarquez. Mais en tout cas, c'est pas mal de classer comme ça ces erreurs. Alors c'est un peu long, on analyse ces parties et boum, il faut penser à faire tomber ces erreurs dans ces cases. Mais l'avantage, c'est qu'ensuite on a une bonne vue de ces points faibles majeurs sur lesquels il faut travailler. Et avec ces catégories de Dan Esman, on sait exactement quoi travailler suite à ces erreurs. Donc la gaffe que j'ai jouée, cavalier prend le 5 dans une partie, prend forme en disant il va falloir calculer plus loin, enfin jusqu'à la quintessence avec 2S, jusqu'à ce que la partie soit calme, tes variantes, et il va falloir continuer à prendre mieux ton ouverture. Donc c'est très concret, et franchement je pense que ça me permet de travailler encore plus précisément sur mes erreurs. Avant, ça partait un peu trop dans toutes les directions et c'était difficile finalement de corriger. Même si, quand on a identifié qu'on a des faiblesses sur des fourchettes, on fait 500 fourchettes pendant un quart d'heure, après on a bien mangé, quand on maîtrise la fourchette. Ok, donc ça c'est une nouvelle erreur radar, et je trouve beaucoup plus utilisable que la version précédente, et beaucoup plus efficace. Alors, maintenant qu'est-ce qui se passe dans mon entraînement? Je crois qu'on va finir là-dessus, à peu près, hein, je ne sais plus trop, mais j'ai toujours, comme le mois précédent, conservé l'approche par bloc d'entraînement. Je la trouve très efficace parce que ce n'est pas un emploi du temps complexe à retenir, parce que tous les jours je fais à peu près les mêmes blocs d'entraînement, et c'est vraiment très souple et très agréable. Donc en gros, j'ai un bloc, et facile à retenir. J'ai un bloc technique. Donc dans le bloc technique, je travaille toujours les ouvertures, c'est de la répétition d'ouverture. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, enfin du mois dernier, pour savoir ce que j'y fais, mais je révise mes ouvertures. Et je résous toujours des puzzles pendant 1 heure à 2 heures, hein, ça peut être long, en fonction des problèmes sur les lignes RATP aussi, lorsque je les fais avec tablette, pour certains, et
Ce qui est nouveau par contre, c'est que je ne me limite plus à des exercices tactiques ou des exercices de défense que je faisais déjà, mais j'ai ajouté, donc, comme je vous l'ai dit, des exercices stratégiques. Et les finales, bon, ça je le faisais déjà. Je fais toujours des exercices. Enfin, il y a quand même plus de puzzles de finale aussi. Donc, du coup, j'ai 4 activités différentes de résolution de puzzle. Alors, les niveaux que j'indique là sont les niveaux de Chess King, pour ceux qui connaissent. Donc, en tactique, je suis plutôt à l'aise avec le niveau 50, qui correspond à peu près aux 2000, je pense 1900-2000 sur Chess Tempo. Je fais toujours du Chess Tempo, hein, parce que je trouve que c'est sympa d'avoir ce suivi Hello du problème. Mais par exemple, si je suis bloqué dans le train et que je sais que je perds du temps par rapport à ce que je vais pouvoir faire à la maison, alors je me lance sur Chess King sur ma tablette et je résous des exercices niveau 50. En stratégie, vous voyez, je ne sais pas s'il y a une équivalence Chess King, mais toujours est-il que le niveau 10, c'est le premier niveau, hein, c'est le plus faible. Et bien déjà, je cale, déjà, je fais des erreurs, donc je résous des exercices de niveau 10-20. Alors peut-être vous, ça ne vous parle pas, mais moi, ça va me permettre de voir dans le temps, quand je vais passer au niveau supérieur, 20, 30, etc., je peux me dire, ah bah tiens, sur quelques mois, j'ai progressé en stratégie. Défense niveau 40, en fait les exercices de défense ressemblent beaucoup aux exercices tactiques, sauf qu'on est en position de défense, donc c'est un peu moins confortable, moins excitant, et peut-être ça explique que j'ai un niveau légèrement inférieur. Alors je pourrais résoudre des exercices niveau 50, mais ça me prendrait plus longtemps, j'aurais plus de mal. Je mets un niveau qui me pose des difficultés, je peux rester 10 minutes sur un diagramme par exemple, enfin plutôt 6-7, et, et si je réussis, bon, je considère que c'est mon niveau. Donc aujourd'hui niveau 40 en défense. Et puis pour les finales, niveau 20, 30, ça dépend beaucoup des finales, c'est très irrégulier en fait. En tout cas, dans la technique, voilà ce que je fais chaque jour, révision d'ouverture et ces puzzles tactiques stratégiques, principalement dans leur parence d'importance, hein, puis si j'ai envie de continuer, défense et études. Et finale. Chaque jour aussi, j'essaye de faire une demi-heure à 1 heure de sport. Donc 1 heure, ça va être le week-end avec 1 heure de vélo par exemple. Et en semaine, soit juste quand je rentre de travailler, soit en pause du déjeuner, soit le matin, en me réveillant un peu plus tôt, une demi-heure plus tôt. Je fais donc une demi-heure de sport. Mais du sport tous les jours pour garder la forme. Le matin, c'est pas mal. Le tout, c'est de réussir à se lever tôt, mais c'est pas mal. Après, on prend la douche et hop, on part dans les transports et on commence à travailler les ouvertures. Ça c'est pour la partie technique, c'est mon bloc technique, et une fois qu'il est réalisé, j'ai mis le sport pour pas l'oublier en fait, parce que c'est essentiel quand même, je pars sur les études. Alors donc vous l'avez compris, études et stratégie, super important, ma priorité, ou comme je vous avais dit le mois dernier, des finales. Pour la stratégie, ce que je vais faire, c'est que ce que je fais, c'est que je sélectionne chaque semaine les parties grand maître qui ont été jouées sur mon répertoire, même si un grand maître a rencontré un faible joueur. D'ailleurs, je préfère même quand c'est contre un faible joueur, parce que là, il peut au moins développer son plan et bien le montrer. Donc, je regarde les parties de grand maître, toutes les parties de grand maître liées à mon répertoire qui sont jouées, ou que j'ai réussi à récupérer, on va dire, dans la semaine. Alors en les regardant même rapidement, hein, à raison de 10 secondes par coup, et en essayant de deviner les coups qu'ils vont jouer, ce qui est sympa en les classant par ouverture, c'est qu'on voit des thèmes qui reviennent systématiquement, et donc les plans des ouvertures en conséquence. Alors c'est pas visible sur 1, 2, 3 parties, mais quand chaque semaine on reprend l'exercice, sur certaines variantes d'ouverture très populaires, on voit non seulement les grands maîtres développer des plans, mais en plus changer d'idée au fil du temps, ou adopter l'idée qui a été trouvée par un autre. Alors c'est intéressant. Et surtout que moi, je vous l'ai dit, je travaille plus les ouvertures très profondément, je vais aller sur 9 coups, 10 coups maximum, donc c'est vraiment très léger. Mais par contre, après, je connais donc de plus en plus les plans joués ou les différentes approches. Et c'est plus du par cœur, mais ça revient quand vous avez la position. Quand vous avez joué 10 coups sans erreur sur votre ouverture, vous êtes en situation connue, vous avez votre position de départ, et là vous repensez aux différentes parties de grand maître que vous avez pu voir et aux différents plans. Et comme je les regarde donc chaque jour, ces fameuses parties, parce que c'est pas très dur, hein. De toute façon j'en récupère une vingtaine par semaine, donc j'ai de quoi manger chaque jour sur ce sujet-là. Je peux vraiment améliorer ma connaissance des ouvertures. Même si, je vous l'ai dit, pour une partie de mon répertoire, c'est le début. Je vois un petit peu ce qui se passe et puis je vais être de plus en plus familier. Continuer à lire des ouvrages stratégiques aussi, c'est important dans cette partie-là. Donc, tous les ouvrages qui traitent de stratégie aux échecs, et aussi les ouvrages de champions qui décrivent leur partie, ce qu'ils ont pensé dans leur partie, etc. Il s'agit souvent de stratégie, donc c'est très intéressant.
Donc ça, c'est la partie étude qui va durer 1 à 2 heures en fonction de la forme, parce que la partie stratégique en lecture, je la finis souvent le soir au lit, donc parfois je m'écroule et parfois je tiens assez longtemps. Alors soit stratégie, donc dans ce bloc, soit finale, un jour sur deux en fait. Un jour je fais de la stratégie, un jour des finales. Donc les répétitions de finale type, les extraits pratiques avec un S s'il vous plaît. Alors c'est quoi ça en fait? C'est quoi que ce serait pratique d'extrait, ça irait aussi. Je vais chercher des positions types qui m'intéressent pour une finale dans la pratique et je les rejoue contre l'ordi pour voir si j'ai assimilé les principes et si j'arrive à la rejouer. Ça m'évite de mettre des positions au hasard, au moins je vais les chercher dans des positions qui ont été jouées, quoi, et je les rejoue. Et puis thème du moment, je vous ai parlé tout à l'heure de ma finale fou cavalier, que je ne savais pas mater, donc qui a été résolue. Donc là, pour le mois qui vient, eh bien, je vais avoir, enfin pour les semaines qui viennent, parce que un thème peut durer une semaine, je vais travailler sur les finales avec une qualité de différence. Donc tour contre cavalier pion ou tour contre fou pion, ce genre de choses, ou alors tour 1 pion contre fou 2 pion, vous voyez, ce genre de finale. Ça va être mon axe de développement, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent en pratique. Alors la pratique, justement, c'est le troisième bloc. Quotidien, hein, des blocs quotidiens, donc jouer des parties lentes. De toute façon, j'ai découvert qu'avec mon processus de réflexion, je jouais sérieusement que si j'avais au minimum 30 secondes par coup, ce qui correspond à l'incrément, ça me va très bien. En dessous de ça, c'est vraiment très hasardeux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas jouer aux échecs en jouant un coup et en me disant je verrai bien ce qui va arriver. Bah non, parce que si on fait ça, l'adversaire lui aura peut-être prévu ce qui va arriver et ça ne vous est de toute façon pas favorable. Sauf coup de chance, mais on ne peut pas s'en remettre à ça. Donc je veux jouer des coups avec un but, en sachant pourquoi, en ayant décidé, en ayant calculé, en ayant choisi. Donc du coup, il faut du temps et il n'y a que les parties lentes qui offrent ça. Et je pense qu'il n'y a que ça qui me fera progresser. Donc ces parties lentes, bah, ça y est, c'est parti, je peux en avoir beaucoup. D'abord, il y a les parties réelles, le tournoi interne du club qui a recommencé depuis septembre, donc il n'y a qu'une partie par mois, mais j'en ai joué une en début de mois et je vais bientôt, lundi prochain, je peux en jouer une autre. Des parties amicales, comme celle que j'ai jouée contre Sylvain, donc ça en fonction des trous dans l'agenda, essayer d'en placer, mais contre des joueurs plus forts de préférence, pour progresser. Les parties en National 2, ou National 3, ou National 4, on me mettra mon club, mais pour l'instant c'était National 2, donc c'est à peu près une par mois, parfois deux. Je vais jouer aussi en Critérium As, raison d'une partie par mois aussi. Donc finalement, même si ici on voit qu'on a une partie par mois, bah, ça fait déjà 4 parties par mois quasiment, hein, donc une par semaine, de parties lentes, réelles, homologuées quasiment, hein, par peut-être le tournoi interne et les amicales, mais ça ressemble à des parties homologuées. En compétition donc. Et des compétitions assez relevées, le Critérium As ou National 2, donc des joueurs assez forts en face, enfin plus forts que moi a priori. Ensuite, il y a la partie virtuelle, donc Lone Wolf. Donc un soir par semaine, je fais une partie Lone Wolf. Le Lone Wolf vient de recommencer, c'est 11 rondes en 30-30, donc un très bon entraînement, avec des forts joueurs aussi. Notez que j'ai failli gagner la dernière saison, puisque j'ai perdu dans la dernière ronde contre le vainqueur, et si je le battais, j'avais une position gagnante que j'ai malheureusement anéantie en Zeitnote, donc je repars pour une saison, 11 parties d'entraînement, très bonne compétition. Et la Ligue 45-45 qui recommence aussi la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, enfin oui, la semaine prochaine, à raison d'une partie par semaine. Et donc je vous l'ai dit, il y a une nouvelle compétition sur les chess qui s'appelle le Chess Series, enfin organisée en fait dans la Ligue 45-45. C'est le Chess Series qui est une compétition de 8 joueurs en tournoi fermé. Il y a aussi une section Open, je crois. Mais moi je suis dans le tournoi Open Master, je vous l'ai dit, donc avec les plus forts joueurs inscrits pour l'instant, entre 2002 et 2350 Elo, ou 2000, oui voilà, bon, enfin bref, c'est l'idée, avec une partie par semaine. Donc du coup, chaque jour, j'ai sans doute une partie de ce type à jouer, plus le week-end, une partie réelle. J'y ajouterai, je pense, après le mois de décembre, des Open, mais déjà, ça fait une grosse pratique, surtout que j'y ajoute l'analyse, toutes les parties lentes sont analysées. Donc si par hasard un jour je n'ai pas de partie, je peux analyser une ou deux parties que j'ai jouées précédemment pour identifier mes erreurs, remplir mon erreur radar, trouver mes axes de progression, etc. Mais en tout cas, j'analyse toutes les parties que j'ai jouées, c'est essentiel pour bien comprendre où je me suis trompé. Même les parties gagnées, on se trompe dans les parties gagnées, et c'est pas parce qu'on a gagné qu'on a joué parfaitement, c'est impossible. Donc il faut vraiment analyser toutes ces parties pour bien identifier ces erreurs. Voilà, donc du coup, ça fait une grosse partie pratique et des journées qui sont très très longues. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer de finir maintenant ma vidéo assez vite, et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup moins de vidéos, parce que j'ai vraiment un programme très chargé.
assez simple à retenir, assez simple à appliquer, mais qui demande du temps, tout simplement. Beaucoup de temps, et donc j'avance. J'arrive pas à avancer. Si, voilà. Donc les axes de progrès, et puis cette fois je crois qu'on terminera là-dessus, c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Donc sur les connaissances, je l'ai dit, la stratégie, donc en travaillant sur les bouquins stratégiques, en résolvant des problèmes stratégiques, et en analysant des parties de grands maîtres liées à mon répertoire. En analysant mes propres parties lentes et en identifiant mes plans ratés, de sorte à ce que je sois capable d'aller vers le bon plan la prochaine fois. Sur les finales, donc je vais travailler les finales qui présentent une différence de qualité, je vous l'ai dit, tour contre fou, tour contre cavalier, avec un pion qui traîne de part à d'autre, différents schémas, pour essayer d'être très à l'aise avec ces finales. Je vous l'ai dit, hein, la fois précédente j'avais travaillé cavalier fou, le mat élémentaire, et avant ça beaucoup de finales de tour et de finales de pion, pour être très à l'aise avec ces finales qui sont très fréquentes. Je vais travailler aussi sur mon processus de réflexion en insistant systématiquement donc, sur chacun des coups, des puzzles, des problèmes que je vais résoudre ou des positions que je vais traiter dans mes finales. Me demander systématiquement où sont les menaces adverses. Apparemment, j'en rate. J'y pense, hein, je le fais systématiquement, mais apparemment pas complètement. Donc il faut vraiment que je fasse un focus très particulier sur les menaces adverses. À la limite, quand un coup est joué, c'est la seule chose qui doit m'intéresser. Pourquoi est-ce qu'il joue ça et quelle est sa menace? Tant que je ne me suis pas posé cette question, il est hors de question que je commence à réfléchir. Ensuite, le calcul, merci d'avoir remis les S jusqu'à la quintessence. Calculer, m'assurer que j'ai bien calculé mes variantes jusqu'à une position stable et calme, où il n'y a pas d'autres prises d'échec ou d'attaque. Et avant de jouer, bien m'assurer que j'ai vérifié ce que mon coup impliquait et quelles étaient les réponses possibles d'un adversaire, notamment les tempo moves. Donc ça, c'est pas mon processus en entier, hein. Je réfléchis à plus de choses, bien entendu, quand je cherche un coup, mais je vais veiller ce mois-ci à systématiquement m'assurer que j'ai bien réalisé ces 3 phases, et on verra bien ce que ça donne, à chaque fois que je vais réfléchir à un coup, que ce soit un problème, une partie, etc. Donc vous comprenez mieux pourquoi je ne veux pas non plus jouer du blitz, puisque la méthode de calcul ne sera pas applicable en fait. Il me faut au moins 30 secondes pour faire ça, et les autres choses aussi, c'est-à-dire le calcul, la comparaison des variantes, les choix, etc. Sur la partie psychologie, ça j'ai déjà commencé, ça va de mieux en mieux, me libérer de l'affect. Alors c'est quoi? C'est déjà aucune pression sur les résultats. Vous l'avez vu, mes classements feed qui sont sortis sont inférieurs à ce qu'ils étaient précédemment, aucun problème pour moi. Mon but c'est d'être bon dans 5 ans, c'est pas d'être bon tout de suite. Si je suis bon tout de suite, c'est mieux. Mais les résultats que j'ai aujourd'hui me servent à progresser. Ils n'ont pas de sens en eux-mêmes, et ils ne sont pas une fin, surtout, en eux-mêmes. Donc je gagne, je perds, peu m'importe. Ça n'a aucune sorte d'importance. J'essaye de jouer le mieux possible, j'essaye de gagner, bien sûr. Mais quand je gagne, je veux surtout avoir joué une bonne partie. Je vais être plus content d'une défaite où j'ai fait aucune erreur et où j'ai très bien joué, mais mon adversaire m'a surclassé, on va dire, plutôt qu'une victoire où j'ai fait des erreurs partout et j'ai très mal joué. Le résultat ne m'intéresse pas. Donc pas de pression sur le résultat, je m'assois face à un adversaire, je veux jouer une bonne partie. Ce que j'ai pas fait dernièrement dans un tournoi rapide, j'ai joué 2 très mauvaises parties à cause d'ouverture. Donc ça, c'était pas bien. Pas de design note, je viens de le dire, c'est essentiel. Je veux appliquer une méthode de réflexion structurée, donc il faut que j'évite le design note. Et j'ai commencé grâce aux exercices Lichess. Tout le monde n'est pas convaincu que le jeu online soit une très bonne école, mais d'abord online, il faut savoir que quasiment tout le monde joue du blitz. Donc quand moi je parle de jeu online, c'est du jeu en partie lente online, donc c'est très différent, avec un échiquier sur lequel je reporte mes coups et où je joue mes coups. Et donc c'est très proche du réel, je joue des parties en 1h30, 2h, 3h, et j'ai détecté quelle était la limite de temps sous laquelle je devenais fou en fait, et où je n'arrivais plus à jouer. Donc j'ai commencé à travailler sur ce design note, et à savoir où était la réserve de sécurité, à quel moment je suis en risque ou pas. Et donc je réussis, je l'ai fait dans une partie interne du tournoi du club, je l'ai fait dans mes parties sur échiquier, je réussis à appliquer cette méthode sur laquelle je m'entraîne online pour éviter d'entrer trop en design note. Je sais qu'à tant de minutes c'est trop dangereux. Je sais qu'à tant de minutes, il y a une petite alarme qui doit détecter, qui dit attention, accélère, parce que après tu vas te retrouver en design note. Et j'arrive comme ça à rester dans un niveau d'urgence, mais pas de catastrophe.
Et ça, c'est très très bon parce que même lorsque j'arrive en pseudo Zainov où on se retrouve les deux adversaires en prise de temps, et bien très souvent c'est moi qui suis quand même mieux au temps. Et ensuite, j'ai pas encore une pression phénoménale parce que je sais exactement où je suis dans mon échelle de stress. Donc je vous invite à jouer beaucoup de parties lentes, à vous retrouver en Zainot et à apprendre à gérer l'approche du Zainot, bien plus que le Zainot, pour éviter d'y être, tout simplement. Pas de considération Elo, ça c'est important aussi. Alors je vous parle de classement Elo ici quand je fais mon bilan parce que ça suit la progression et que c'est une mesure objective intéressante. Mais par contre, quand je m'assois face à un adversaire, dans les tournois, maintenant je regarde même plus le Elo de mon adversaire. Je vais jouer la partie. Comme ça, je n'ai pas d'affect. Je ne me mets pas consciemment ou inconsciemment dans une situation supérieure ou inférieure. Et ce classement m'intéresse plus. Alors en plus, j'ai vu l'état du classement rapide par rapport au mien. Il ne reflète pas forcément mon niveau réel. Donc je me dis c'est pareil pour l'adversaire. Donc finalement, c'est une mesure peu intéressante. Et en LAN, bon, en LAN, on est obligé de les voir, bien entendu. La partie dure tellement longtemps, et puis il y a les feuilles de match, tout ça. Ok, mais j'essaie de ne pas y penser, encore une fois, et de me concentrer sur la partie. Et c'est lié avec pas de pression sur le résultat. C'est-à-dire que si je m'assois face à un joueur qui est classé 1500, je ne vais pas me dire il faut que je gagne. Je vais me dire on va jouer une partie, et je peux la perdre, je peux la gagner, peu m'importe. Je vais essayer de bien jouer, encore une fois. Il n'y a que ça qui compte. Donc pas de considération Elo, c'est pas très grave, de toute façon. Si j'ai des objectifs de niveau, ils sont très loin de moi. Enfin, des objectifs Elo, ils sont très loin de moi, ils sont encore devant, je l'ai dit, dans 5 ans. Là, tout de suite, je peux perdre des centaines de points, peu importe du moment où j'apprends des choses. Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Donc, je ne sais pas si je peux revenir, du coup, à la précédente. C'est tout, mais ça fait 40 minutes. Quel bilan incroyable. C'était très long, donc je m'en excuse. Voilà, mais en même temps, c'est le propos de ma chaîne de parler de l'entraînement, de ce que je fais et comment je le fais. Donc, il y avait des petites différences par rapport au mois précédent. Voilà ce que je vais faire sur le mois qui vient. Et sur ce, je vous remercie pour votre fidélité. J'accueille les nouveaux abonnés. Je vous invite à aller voir notamment les playlists. Je fonctionne beaucoup en playlist, les playlists d'entraînement ou les playlists de coaching. C'est là où je raconte les choses peut-être les plus intéressantes. Et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.